Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité en ce lundi 10 septembre, les travaux du BHNS avancent à Amiens et des automobilistes critiquent déjà le résultat. Des couloirs de bus qui coupent la route, des feux tricolores en pagaille. On essaiera de comprendre les choix de la métropole. C'est un établissement privé payé par les contribuables. Nous avons enquêté sur l'Essier, l'école d'ingénieurs d'Amiens. Elle survit depuis 5 ans essentiellement grâce à de l'argent public. La série de la semaine à l'occasion des Journées européennes du patrimoine focus sur 4 édifices picards qui feront partie des 250 bénéficiaires du loto du patrimoine dont le tirage se déroulera vendredi. On commencera ce soir avec la basilique d'Albert. Après 1 an et demi de gros travaux pour le bus à haut niveau de service, les Amiénois commencent à voir le bout du tunnel. Dans certains secteurs, le chantier est terminé, mais des automobilistes critiquent le nouveau plan de circulation. Illustration et réponse d'un ingénieur de la métropole dans ce reportage de Marie Roussel et Élise Ramirez. C'est la vidéo qui fait le buzz. Vendredi à 13h, Vincent Auquin rentre du travail. Il traverse Amiens du nord au sud et filme son trajet. Je suis sur une voie qui se ferme d'un seul coup. Regardez devant moi, hop, c'est fermé. Si je me rabats pas, je me prends un carton, je me prends un trottoir, en gros. Et puis là, les bus qui étaient à droite, ils passent à gauche et moi, je suis obligé de passer à droite. Donc on va se croiser. On passe notre 11e feu, puis le 12e 10 mètres après. Voilà, il est là, juste derrière. Hop, 10e feu. Pourquoi? On ne sait pas. Je passe le 14e feu. Passage piéton. Je m'arrête, 15e feu. Je n'ai pas publié pour faire du like ou du partage, mais je suis content qu'on se rende compte à un moment donné que tout n'est pas toujours bien fait et que si ça peut permettre de faire bouger un peu les choses ou améliorer certaines choses, il faut que ce soit dit. Ce fameux trajet, auparavant une 2x2 voies, est aujourd'hui une 2x1 voie, avec un axe réservé aux bus et de très larges trottoirs. Un plan de circulation validé par les techniciens et les élus d'Amiens Métropole. L'objectif, c'est de conserver une circulation fluide, mais aussi de donner toute la place aux autres modes de transport. La voiture, c'est 58% des déplacements, c'est très important, mais ce n'est pas 90% de l'espace public. Un partage de l'espace qui s'avère chaotique. Faute de pistes cyclables, les vélos investissent les trottoirs et certains automobilistes ne décolèrent pas. Archi nul. Là, c'est vraiment fait pour qu'on ne vienne plus dans le centre-ville. Les trottoirs trop larges, il y a des endroits où on ne peut pas tourner, les voies de bus qui traversent en plein milieu, c'est infernal. Réponse d'Amiens Métropole, tout n'est pas encore opérationnel. Exemple avec ces fameux 17 feux tricolores. Ces carrefours ne sont pas encore fibrés, ils vont l'être au cours de ces prochaines semaines, donc début d'année prochaine, on aura des carrefours à feu qui discuteront entre eux et qui permettront un passage du bus aisé et puis une circulation automobile beaucoup plus fluide. Pendant 6 mois encore, des ajustements vont être faits, à voir s'ils suffiront à réconcilier les Amiénois avec leur nouveau centre-ville. Pas de femme à la tête de l'Assemblée nationale. La députée de la Somme, Barbara Pompili, n'a pas été choisie par ses collègues de La République En Marche pour être leur candidate. Lors d'un vote interne, elle a recueilli 29% des suffrages contre 64% pour le président du groupe, Richard Ferrand. Ce dernier devrait logiquement succéder mercredi à François de Rugy, parti au gouvernement pour remplacer Nicolas Hulot. La politique à l'échelle locale, près de Beauvais, 2 communes ont décidé de fusionner au 1er janvier prochain. Ou plutôt, ce sont les élus qui l'ont décidé au beau milieu de l'été. Et certains habitants ne l'entendent pas de cette oreille. À Varluy et Rochy-Condé, Marie-Charlotte Perrier, Nicolas Corcel. Rochy-Condé et Varluy, un mariage arrangé qui ne fait pas l'unanimité. La fusion a bien été votée le 26 juillet dernier par les 2 conseils municipaux, mais beaucoup d'habitants regrettent de ne pas avoir été informés ni consultés. Mi-août, un collectif de citoyens a été créé pour demander des explications aux élus. Ça a été un peu précipité et on aurait pu communiquer davantage. C'est un manque de démocratie quelque part. Ce sont aussi les citoyens du village, donc ils ont besoin d'être au courant de décisions aussi importantes. Contacté par téléphone, le maire de Rochy-Condé explique que cette fusion vise à mettre en commun les moyens humains et financiers des 2 communes dans un contexte de baisse des dotations de l'État. Ce projet a vu le jour en 8 mois, bien trop rapide pour les membres du collectif. Il y a un certain nombre d'administrations qui sont impactées. Tout ce qui touche à la sécurité civile, les gendarmeries, nous n'avons pas les mêmes gendarmeries, les pompiers,
la distribution du courrier, nous ne relevons pas du même centre de tri, etc. etc. Et aucun de ces organismes n'est au courant de cette fusion, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas anticiper les conséquences. Autre pomme de discorde, le nom de la nouvelle commune. Les élus ont déjà choisi de l'appeler le Val d'Orgueil, en référence au ruisseau qui traverse les deux villages. Même avec les gens de Varluy, on se dit mais c'est les orgueilleux et les orgueilleuses. C'est pas possible. Je peux comprendre qu'il y a un cours d'eau qui s'appelle comme ça, mais ça aussi, ça aurait été bien de pouvoir faire un petit tour de quartier et de voir ce que les gens en pensaient. Varluy et Rochy-Condé ne sont pas les seuls villages à avoir fusionné. Depuis 2015, 5 nouvelles communes ont été créées dans l'Oise. L'économie, une bonne nouvelle pour l'usine Tropicana de Hermes, près de Beauvais. Une offre ferme de reprise a été déposée pour l'ensemble des salariés, une centaine. S'ouvre maintenant une période de 2 mois de consultation. Et puis une autre bonne nouvelle économique dans l'Oise, à Venette, Stocomanie, l'enseigne de déstockage de grandes marques, annonce l'implantation d'un centre logistique. 250 emplois seraient créés dès 2020 et ça pourrait grimper rapidement à 300. La rentrée des étudiants continue à se faire petit à petit. Et des étudiants, on n'en manque pas à l'Essier, l'école d'ingénieurs d'Amiens. Ses effectifs explosent alors qu'elle a bien failli fermer il y a 5 ans. En fait, cette école privée survit essentiellement grâce à des fonds publics. Pierre-Guillaume Crégnoux avec Jean-Paul Delance et Jérôme Marignon. Nouvel envol pour l'Essier et sa soucoupe. L'école d'ingénieurs d'Amiens va bien. Pour cette rentrée, 17% d'étudiants en plus. Ils seront 580 cette année. Du jamais vu ici. Bonjour, bienvenue. Félicitations pour ceux qui ont réussi leur année. Nous sommes dans une période où un jeune a au moins 2 offres avant de terminer. Le 17 novembre, nous allons diplômer nos étudiants. Et pratiquement au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des étudiants sont embauchés. Surtout dans l'énergie ou le numérique. C'est la force de cette école privée. 5 ans pour devenir ingénieur, certains pré-embauchés bien avant leur sortie. L'idée, c'est d'avoir un emploi à la sortie avec un diplôme qui est valorisant quand même. Et cette école, elle permet ça? Ouais, très facilement même. 99% du temps en fait. Ici, une majorité d'étudiants de la région. Une école d'excellence proche de chez eux. Tout cela a un coût, 5 000 € par an. Ça reste quand même un budget, donc sans prêt étudiant, c'est des fois difficile de pouvoir faire les 5 années ici. L'argent, c'est le nœud du problème à l'Essier. Malgré ses frais de scolarité, l'école vit essentiellement de subventions. Et il n'y a pas que les ingénieurs qui sont forts en maths. Nous aussi, on a sorti la calculatrice. Plus d'1,3 million de la Chambre de commerce, près de 900 000 € de la région, 750 000 de la métropole d'Amiens. Total, 3 millions d'euros d'aide l'an dernier, sans compter les locaux prêtés gratuitement. Depuis sa création en 1992, la soucoupe a bien du mal à décoller. Lassée de payer, la précédente majorité de gauche à Amiens avait demandé il y a 10 ans une fusion avec l'université Picardie-Jules Verne. Force est de constater que cette convergence, on ne l'a pas vue et qu'on est parti à nouveau sur une discussion, mais à un moment donné, ça devra s'arrêter. On a pris l'habitude depuis des décennies de vivre avec des subventions des collectivités. Je pense que ce modèle-là, il faut à un moment donné en sortir. Faute de rapprochement avec la fac, la gauche avait baissé les subventions. Résultat, il y a 5 ans, 200 élèves en moins, une école au bord de la faillite. La nouvelle majorité de droite va décider d'éponger les dettes et de ressortir le carnet de chèques. 261 €. Il y a eu une phase d'étape, on a sauvé l'école. Une école d'ingénieurs de bon niveau existe à Amiens et dans notre région, l'ancienne Picardie. Est-ce qu'on en reste là? Moi, je dis non. Il faut absolument continuer. Et là, c'est par des alliances avec d'autres écoles et faire un réseau qui entraînera, bien entendu, je dirais, une baisse des coûts, parce que plus c'est gros, moins ça coûte. Mais combien de temps faudra-t-il encore payer? La fusion avec l'université ne se fera probablement jamais. L'école regarde désormais ailleurs. On essaye de développer des modèles, effectivement. On essaye de travailler là-dessus. Et c'est quoi la piste? Alors, je peux pas développer. Honnêtement, je ne peux pas encore développer. Parce que c'est en négociation ou parce que c'est trop flou? Non, c'est encore en négociation. Mais l'idée, c'est de devenir plus gros, s'adosser à un plus gros? Ouais. Un partenaire mystère à convaincre et de la patience, encore. Faute de quoi, la soucoupe amiénoise pourrait bien boire la tasse.
Ouvrons une page santé à présent avec la suppression annoncée par le gouvernement du numerus clausus. Concrètement, le nombre d'étudiants en médecine ne serait plus limité. Alors avec cette mesure, est-ce qu'on retrouvera des médecins à la campagne notamment? Eh bien les professionnels sont sceptiques. Dans l'Aisne, Éric Henry, Rémi Vivenot. Philippe Primeau est aujourd'hui le dernier médecin généraliste de Vély-sur-Aisne. Avec les départs en retraite de ses confrères, ses journées de travail se sont considérablement rallongées. Si personne ne vient, effectivement, il faudra que je me pose des questions. Faut pas que je lui laisse ma santé non plus. Voilà. Parce que j'ai des confrères qui sont décédés, d'épuisement, infarctus. Pour le maire, la fin possible du numerus clausus est une condition nécessaire pour lutter contre la désertification médicale, mais à long terme. Aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par une société de chasseurs de tête qui travaille beaucoup avec des médecins étrangers, et notamment tous les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est. Et à aujourd'hui, voilà où nous en sommes, de payer une société pour pouvoir faire en sorte qu'un médecin vienne enfin. La fin possible du numerus clausus vise d'abord à lutter contre un gâchis universitaire. Je vous confirme que quant au numerus clausus, nous avons un sujet de réflexion. Il n'est pas normal que nos jeunes étudiants qui sont brillants ratent ce fameux concours, souvent en 2 ans, à 1/10 de point, alors qu'ils ont tout à fait une vocation de médecin. C'est pas parce que vous êtes bon en maths que vous ferez un bon médecin. Certains comptent surtout sur le développement prévu des stages pour mieux faire connaître aux étudiants l'exercice trop délaissé de la médecine de campagne. À cause de la formation des jeunes médecins, qui encore une fois est trop centrée sur l'hôpital et pas assez ouverte sur la ville, qu'on appelle la ville, mais sur l'extérieur de l'hôpital. Et puis, je pense après, il y a une espèce d'effet boule de neige, c'est-à-dire que du coup, il y a de moins en moins de médecins, du coup, les médecins ont de plus en plus de travail, et ça fait peur. Le département de l'Aisne compte aujourd'hui 350 médecins généralistes. Leur moyenne d'âge est de 55 ans. Pendant ce temps, le CHU d'Amiens innove dans ses urgences pédiatriques en installant des dalles colorées au plafond. L'association Les Fait Sourire a donné 5 000 € pour refaire la déco. Il s'agit en fait de diminuer l'anxiété des enfants pendant les soins. Sophie Crimon, Christelle Sivat. Qu'on soit adulte ou enfant, arriver dans un service d'urgence met la tête à l'épreuve en plus de la cause de l'admission. Couleur inhospitalière, on a toutes les raisons d'être anxieux. À présent, il suffit de lever la tête pour trouver un peu d'apaisement. Il paraît que le chat qu'on doit trouver est bleu. Alors cherche bien. Tu l'as déjà vu? Ouais. Je trouve ça vraiment sympa, au moins ça peut détendre un petit peu l'enfant. Cette idée de mettre des petits dessins comme ça au plafond, ça fait passer le temps et ça les détend. Une girafe rose, Arrivé en urgence sans ses parents, ce jeune patient est un peu inquiet. Certes, l'équipe met tout en œuvre pour l'entourer, le distraire et accompagner le soin qui risque d'être douloureux. Au plafond, il y a une énigme à résoudre et il est très réceptif. Laquelle tu préférais, hein? Ah, excuse-moi, j'ai pas compris. À aucun moment on a eu besoin de le tenir de manière ferme parce qu'il était dans son activité. En plus de l'hypnose, du gaz hilarant et des petits jeux, les dalles de couleur sont un outil de plus pour réduire la douleur et l'anxiété. Donc notre objectif, c'est de trouver des outils adaptés à chaque âge, à chaque niveau de développement, qui permettent de focaliser l'enfant sur quelque chose de différent, de plus familier que le soin, de plus agréable, et de ce fait, de relâcher la pression et plus penser au soin qui est en train de se dérouler. L'examen clinique est facilité. Ça permet aux médecins tout simplement d'affronter le problème avec l'enfant, le tenant dans des conditions meilleures. Les 7 salles de soins sont toutes dotées de dessins retravaillés par un peintre. L'opération est financée par les Fait Sourire, qui aident les services à s'équiper pour un mieux-être. Cela apaise aussi les plus grands. Ça m'aide à me déstresser quand même un peu. Qu'est-ce que tu vois? Je vois plus plein de têtes drôles. Les services adultes s'équipent aussi. Diversion douce pour supporter 3 longues heures de radiothérapie. À l'hôpital, on ne lève plus les yeux au plafond de la même manière. À l'initiative de la mission Stéphane Bern, le tirage du loto du patrimoine se déroulera vendredi. Les fonds récoltés seront redistribués à 251 sites pour les restaurer ou les conserver. Notre série de la semaine est consacrée à 4 d'entre eux. Ce soir, Jean-Paul Delance nous fait découvrir la basilique Notre-Dame de Brebières à Albert. Notre-Dame de Brebières. Depuis plus de 120 ans, la basilique domine la cité d'Albert de son imposante stature.
Elle a été bâtie pour servir d'écrin à une statue de la Vierge découverte ici par un berger au XIIe siècle. Une statue à qui l'on attribue très vite des guérisons miraculeuses, une aubaine pour la vieille cité picarde qui voit bientôt affluer quantité de pèlerins attirés par la notoriété sans cesse grandissante du lieu. À la fin du XIXe siècle, c'est Anicet Gaudin, le prêtre de la paroisse, qui décide de construire une nouvelle église aux dimensions monumentales. Pour la financer, il fait appel aux dons et n'hésite pas à entreprendre un voyage jusqu'à Rome. Anicet Gaudin va se payer le culot d'aller voir le pape Léon XIII. Et le pape va être vraiment enthousiasmé par cette idée de construire une église. Et il va donc faire une lettre qui s'appelle une bulle. Et dans cette bulle, dans cette lettre, il va écrire que désormais, l'église Notre-Dame de Brebières sera une basilique, la maison du roi, la maison de la reine, la Vierge Marie. Et puis, non seulement une basilique, mais que ce sera désormais la petite Lourdes du Nord. Autre preuve de l'importance du site, une chape entièrement brodée d'or et d'argent, cadeau royal malheureusement inaccessible au public. Louis-Philippe a bien compris le sens de cette basilique, le pourquoi de cette basilique et surtout la préciosité de cette basilique qui est dédiée à la Vierge Marie et où venaient des centaines et des centaines, sinon des milliers de pèlerins tous les jours et particulièrement autour de la grande fête de la Nativité de la Sainte Vierge du 8 septembre. C'est Edmond Dutoit, un architecte amiénois, qui dessine et réalise la forme et la décoration de ce bâtiment. Ici, aucune référence au gothique, c'est l'art oriental qui prédomine. Dorures, marbres et émaux nous transportent dans l'imaginaire des 1001 nuits. Alors Edmond Dutoit est surtout un grand voyageur, donc il a été en Syrie, en Arabie, Maroc, Tunisie, Espagne. Et donc quand il revient en Picardie et qu'on lui commande les plans d'une église, il reste classique sur la forme. Par contre au niveau de la décoration, il y met tous les éléments architecturaux qui l'avaient le plus marqué. À l'évidence, Albert s'enorgueillit de posséder un tel chef-d'œuvre. Pourtant, comme toute église paroissiale, elle pèse sur le budget de la commune qui a en charge son entretien. En termes d'entretien, c'est 15 à 20 000 euros par an. Et en termes de restauration, de remise en état, c'est de l'ordre de 20 à 30 000 euros par an. Donc ça, c'est une moyenne sur les 6 années qui viennent de s'écouler. Mais bien en amont, on avait déjà engagé des travaux de conservation importants, notamment la toiture, et là, ça a été un budget très important de plusieurs millions. 2018, année du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. Située au cœur des combats pendant 4 ans, la basilique n'a pas été épargnée. La Vierge dorée y a même gagné au cours des événements une notoriété dont elle se serait bien passée. Janvier 15, elle est touchée par un obus et elle va s'incliner jusqu'à être dans un équilibre précaire dans lequel elle va rester pendant 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça va donner naissance à une petite légende qui disait « Quand la Vierge tombera, la guerre finira ». Et donc elle tombe fin avril 18 et la ville d'Albert est libérée au mois d'août, soit 4 mois et demi après. Donc sur le secteur, on aime à dire que la légende s'est révélée vraie. La paix revenue et grâce aux dommages de guerre, l'édifice renaît de ses cendres. C'est donc une copie parfaitement fidèle à l'original que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Et demain, la suite de cette série réalisée avec Clément Jean-Pierre, Nicolas Duchet et Cédric Passier. Notez que ce week-end, ce seront les Journées européennes du patrimoine et rendez-vous samedi à 20h15 sur notre antenne pour une émission spéciale, les héros du patrimoine. Camini ira de Béthune à Compiègne à la rencontre des passionnés de ce patrimoine. Le souffle de la terre, ça c'est le patrimoine culturel de la Picardie. Le spectacle d'Ailly-sur-Noix est de retour en ce moment. On voit ça avec Gontran Giraudot, c'était dans 9h50 le matin. Bonjour à tous, aujourd'hui vous voyez je suis dans une ambiance de décor avec cette traction, je suis dans le passé, c'est l'histoire de la Picardie car nous font découvrir aujourd'hui les décors, les coulisses du spectacle Souffle de la Terre. Bonjour Dominique Martins, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle. Aux téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un spectacle son et lumière sur la Picardie, c'est quoi? Oui, c'est une grande fresque qui raconte l'âme picarde, qui raconte l'histoire de la région à travers le quotidien de ses habitants depuis des milliers d'années, depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle. Alors on l'imagine bien, pour illustrer de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, les décors, les accessoires sont essentiels.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une équipe de passionnés, parce que le spectacle, c'est d'abord 874 bénévoles. Et parmi ces bénévoles, il y a ceux qui fabriquent des accessoires, il y a ceux qui font des costumes, il y a ceux qui sont à cheval, il y a ceux qui dansent, il y a ceux qui sont acteurs, il y a ceux qui s'occupent de l'accueil. C'est vraiment d'abord une mobilisation, une aventure humaine. Alors, on va voir quelques images de ce spectacle tourné il y a quelques jours. C'est vraiment, il faut en mettre plein la vue aux spectateurs. C'est vraiment un show à l'américaine. Ouais, c'est ça, c'est très très spectaculaire. Il y a 3500 personnages costumés sur une scène immense qui fait 4 hectares. Il y a 37 chevaux, il y a un gradin de 3000 places. C'est vraiment immense. Et voilà, et on termine cette petite séquence avec les chevaux, 2 parmi les 37 du spectacle. Dominique, merci. On rappelle les spectacles, les prochains, ce seront... Voilà, les 2 prochains week-ends, et le vendredi et le samedi, et tout renseignement et réservation sur souffledelaterre.com. Merci beaucoup Dominique. Voilà, demain, 9h50 le matin, sera dans la Somme à Marquivillers, vous faire découvrir un petit restaurant tenu par un petit couple sympa. Tout est bio, c'est très bon. À demain. À demain, Gontran. Une dernière information régionale à lire sur notre site internet. Une banque de Cuise-la-Motte dans l'Oise a été braquée par plusieurs malfaiteurs cette nuit. Ils ont fait exploser le distributeur de billets et toute l'agence est détruite. Photos et détails donc sur hdf.france3.fr. Dans un instant, le 19-20 continue avec l'édition nationale. À la une, ce soir, l'intrusion d'un automobiliste sur le tarmac de l'aéroport de Lyon. Avec une course-poursuite à la clé, le mobile terroriste est pour le moment écarté. Le suspect est en garde à vue. Bonne soirée à tous. À demain, midi et 19h. Quel que soit le temps, pour être bien protégé, regardez la météo sur France 3 avec les assurances mutuelles de Picardie. Les menuisiers PVCistes de Queninck deviennent Solabé. Prolongez l'été, laissez entrer la lumière. Ouvrez les fenêtres de la météo avec Solabé. Bonsoir ou rebonsoir, je vous le disais avant notre journal, c'est encore l'été demain sur la Picardie. En effet, nous avons beaucoup de soleil dès le lever du jour et pour cause. La masse d'air va s'assécher cette nuit. Notez le vent qui souffle entre 10 et 20 km/h, mais quelques petites rafales de l'ordre de 40 sont possibles si vous habitez du côté de la baie de Somme. Dans l'après-midi, on a enlevé pas mal de nuages. C'est l'été, n'oubliez pas les lunettes de soleil et surtout, pensez à un petit polo car en effet, il va faire chaud. Alors demain matin, nous avons des minimales comprises entre 10 et 14. Elles sont douces pour cette période de l'année, mais regardez les maximales, 24 à 28, localement 29.